Bonjour François Carrel. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous dans ce studio. Vous êtes journaliste indépendant à Grenoble, correspondant de Libération pour les Alpes, auteur et alpiniste amateur. Vous avez écrit l'année dernière Himalaya Business, paru aux éditions Paulsen, sous-titre Qu'avons-nous fait des 8000, où vous racontez ce qu'est devenu l'himalayisme commercial, ces alpinistes de quelques jours prêts à payer des sommes folles pour grimper un sommet de plus de 8000 mètres de l'Himalaya, ou alors tous, si possible, les 14 et le plus rapidement possible, avec toutes les questions morales, humaines et environnementales que cela pose. Alors, avant ça, François Carrel, parlons d'un alpiniste formé depuis longtemps, lui que vous aimez beaucoup par ailleurs. C'était le dimanche 28 juillet dernier, à minuit 10. Benjamin Védrine s'est lancé du camp de base avancé du K2 au Pakistan pour grimper jusqu'au sommet. Pourquoi à minuit 10 ? Quelle soirée est-ce qu'on passe quand on sait qu'à minuit 10 commencera une ascension longue et dangereuse ? Après, le fait de grimper de nuit est quelque chose de très, très classique pour les alpinistes et de très habituel. Ce sont des choix stratégiques qu'a fait Benjamin Védrine pour gérer son effort monumental, puisqu'il va atteindre le sommet du K2 en à peine 11 heures. Mais il faut à tout prix dormir avant quand même ou pas ? Alors on dort ou pas, écoutez, l'excitation est telle dans ces moments-là, la concentration est telle que oui, sans doute il a dormi quelques heures. Et donc oui, en effet, il a un but, c'est d'atteindre le sommet du K2 après 40 jours d'attente. Pourquoi il a passé 40 jours dans un camp de base avancé, donc déjà à 5350 mètres d'altitude ? Parce qu'il fallait attendre que la météo soit favorable, qu'il y ait cette conjonction de beau temps, d'absence de vent qui permet l'ascension de ces géants himalayens. Il se trouve que pendant 3 semaines, la météo a été exécrable dans cette région de l'Himalaya, qui est le Pakistan, ce qu'on appelle le Karakoram, et Benjamin en a profité pour s'acclimater, comme les nombreuses personnes qui étaient présentes avec lui au pied de cette montagne, et a dû prendre son mal en patience jusqu'au jour où tout était prêt, et lui-même a eu le temps de s'acclimater, c'est-à-dire de s'habituer aux conditions difficiles de l'altitude pendant cette période-là. Il était prêt. Et il était prêt, il lui fallait vraiment s'acclimater puisqu'il voulait grimper sans oxygène, et ça, la précision est importante. C'est extrêmement important, effectivement. On a aujourd'hui des centaines de personnes qui atteignent ces sommets de 8 mètres, des milliers de personnes, qui le font avec une assistance respiratoire, c'est-à-dire une bouteille qui permet d'avoir de l'oxygène supplémentaire. Pourquoi ? Parce que à 8000 mètres, la pression de l'air est très très faible. Il y a très peu d'air finalement. On a très peu d'oxygène dans l'air qu'on respire. Alors on doit hyperventiler. C'est très très difficile de faire des efforts. On a un peu le cerveau qui part dans tous les sens. Et donc si on n'a pas cet oxygène supplémentaire, c'est une vraie performance. C'est très difficile. En revanche, avec une bouteille d'oxygène, comme le font la plupart aujourd'hui des gens qui vont au sommet de ces montagnes, c'est une toute autre affaire. Les experts, les grands alpinistes parle d'une forme de dopage à propos de l'oxygène supplémentaire. C'est un choix, en tout cas, que n'a pas fait Benjamin Védrine, qui est sans doute aujourd'hui l'un des alpinistes les plus forts du monde, je crois qu'on peut le dire. Ce qu'il a fait dans les Alpes depuis 10 ans est ahurissant. Il est en train de changer les règles et les standards de performance dans les Alpes. Il a fait des choses absolument incroyables, que ce soit en alpinisme ou à ski de pentraide. Et il essaye petit à petit d'importer ça en Himalaya. Donc on entendra encore beaucoup parler de Benjamin Védrine dans les années qui arrivent. Né dans la Drôme, qui a grandi au pied du Vercors, qui très tôt s'initie à l'alpinisme à 15 ans. On le retrouve là dans le K2. Alors il décide d'évoluer sans oxygène. Il l'avait de toute façon décidé depuis longtemps. Ça n'empêche pas, même s'il est très préparé, que ça soit une sensation très très bizarre. Il dit que ça donne l'impression d'être bridé, comme si on faisait du tapis roulant dans un congélateur tout en respirant avec une paille. Et il atteint le sommet, donc à 8600 mètres, en 10 heures, 59 minutes, 59 secondes. C'est vraiment à la seconde près, on ne dit pas 11 heures. Oui, c'est un clin d'œil de Benjamin, mais qui est... sans être obsédé par le chronomètre, ça fait quand même partie de sa culture, et il aime ces moments où il va vraiment faire tomber des barrières psychologiques, physiques, et donc effectivement il va arrêter sa montre à la seconde près. Retenons que 11 heures pour faire le K2, c'est 2 fois moins que le précédent record,
qui datait plus d'une vingtaine d'années, qui était déjà détenue par un Français. Benoît Chamou, Benoît Chamou, 1986, c'est ça. c'était lui. Et effectivement, quant aux effets de la haute altitude, il y a un effet physique évidemment bridant. Donc Benjamin en parle très bien, et pourtant c'est quelqu'un qui a 4 poumons et 2 cœurs, comme on le dit en rigolant autour de lui. C'est impossible de le suivre sur le terrain. Mais par ailleurs, il y a des effets psychologiques qui sont aussi très très marqués, et c'est vrai que la très haute altitude, si on n'a pas d'oxygène supplémentaire, il faut aussi être très fort dans la tête, parce qu'on perd un peu de lucidité. On perd de la lucidité. Vous dites qu'il est difficile de le suivre. La moyenne à laquelle, la distance à laquelle il a évolué, c'est donc 3260 mètres de dénivelé en 11 heures, ça fait une vitesse de 296 mètres par heure. Donc ça reste assez lent. Il faut doser l'effort de toute façon. Alors c'est lent à cette étude-là, c'est extrêmement rapide. Vous savez qu'un randonneur lambda, comme vous et moi, dans les Alpes à basse altitude, va pouvoir avoir une vitesse de 300 mètres de dénivelé par heure assez facilement, c'est le standard. Hein. On va peut-être à 350 ou à 400 mètres par heure si on est en très bonne forme. À cette altitude-là, il s'agit d'une performance absolument très forte. Mais en revanche, ce que je voulais quand même dire, parce que j'admire énormément Benjamin, je pense que cette forme d'alpinisme avec le chrono tout seul, il est resté sur la voie normale du K2, cette montagne pakistanaise qui est la deuxième montagne la plus haute du monde. Donc il est quelque part entre le haut niveau et sur le terrain de ce nouvel himalayisme qui est un himalayisme commercial, c'est-à-dire qu'il a progressé sur une voie déjà tracée par les Sherpas qui étaient là pour les clients qui avaient payé leur expédition. Donc Benjamin, il joue avec les limites physiologiques, il fait tomber des barrières. On espère que demain, il saura s'extraire de ces voies normales des grands sommets du Mille pour aller peut-être nous faire rêver de nouveau en ouvrant de nouveaux itinéraires, en allant faire des sommets vierges, peut-être moins prestigieux, peut-être un petit peu moins hauts. Mais voilà. Il y en a encore des sommets vierges? Il y en a plein. Il y a un Français qui vient de le raconter, Manu Pellissier, qui était du côté de la Nanda Devi, une montagne incroyable dans l'Himalaya indien, avec des très très forts grimpeurs, un Slovène, un Géorgien, que les spécialistes connaissent. Je vous épargne les noms parce que vous ne les connaîtrez pas. Mais ils sont allés dans le coin de cette Nanda Devi, qui est un quasi 8000 mètres, mais qui est pas connue parce que, oh là là, elle fait pas 8000 mètres, elle fait que 7800 ou quelque chose. Ah oui, la barrière des 8000, elle est importante. Ils ont raté la nouvelle voie qu'ils voulaient ouvrir sur ce sommet. Par contre, il y avait 2 petits sommets à côté qui faisaient 6300 mètres et 6344 mètres. Un sommet jamais gravi, auquel ils ont donné un nom, sur lequel ils ont ouvert un itinéraire très technique, très très beau, sur lequel ils ont vécu une aventure incroyable. Ah, ça fait pas la une des médias. Hein. C'est pas de la performance, c'est pas du chrono, mais là il y a un himalayisme et un alpinisme qui fait rêver, qui a du sens et que je trouve en tout cas moi très beau. Et vous, François Carrel, vous n'avez jamais fait de 8000 mètres. Je crois que ça vous intéresse pas plus que ça. En tout cas, vous vous concentrez sur les 6000, 7000. Est-ce que vous avez déjà découvert un nouvel itinéraire, ouvert un nouvel itinéraire? J'ai eu la chance incroyable de partager, effectivement, avec un compagnon pakistanais que j'avais rencontré dans un village, la première ascension de 2 petits sommets de 6000 mètres. Pas difficile, mais perdu au fin fond du Karakoram pakistanais, du côté de la vallée de Shimshal, pour ceux qui connaissent. C'est une émotion extraordinaire. Pas de chrono, pas de photos, pas de selfie, mais le bonheur incroyable d'être le premier à fouler une arête de neige et de pouvoir donner un nom à un sommet. C'est des choses incroyables. C'est tout à fait possible de vivre ça, même à un tout petit niveau comme moi. Et voilà, il n'y a pas que les 8000 dans l'Himalaya. Ces fameux 14 sommets qui concentrent toutes les attentions et tous les fantasmes ne sont que les plus grosses de ces montagnes. Il y en a des milliers d'autres. Et parmi ces milliers d'autres, il y en a plein qui attendent encore leur premier ascensionniste. À part cette barrière des 8000 qui leur donne en effet ce côté challenge, défi, comme disent aujourd'hui tous les alpinistes, dont touristiques, qu'on croisera tout à l'heure d'ailleurs. Hein, on prend les chemins les uns après les autres. Là, on est toujours derrière Benjamin Védrine, on essaye de le suivre. Mais ce K2 que lui a exploré à sa façon, alors non pas exploré, il a suivi des voies déjà tracées, mais qu'il a monté. Pourquoi ce K2 fascine toujours autant les alpinistes aujourd'hui, François Carrel? Alors, c'est le 2e sommet le plus haut du monde, c'est pas rien. Par ailleurs, pour avoir eu la chance d'aller plusieurs fois à son pied, c'est une montagne absolument fascinante. Elle est d'une beauté incroyable. Elle a en plus une aura
Il y a eu des drames célèbres sur cette montagne. L'histoire de sa conquête au siècle dernier a été une longue histoire émaillée de drames De de mort. grands moments, etc. Donc il y a effectivement une fascination qui est celle de toutes les sociétés dans le monde entier pour ces grands sommets-là qui continuent de faire rêver. Et ils sont les plus hauts, ils sont les plus, pour certains, les plus beaux, comme c'est le cas du K2, et ils ont cette aura fantastique. Et ils provoquent, de la part de absolument tout le monde, vous pouvez parler à n'importe qui du K2 ou de l'Everest, vous aurez toujours une lumière qui s'allume au fond des yeux. Voilà, il y a une mythologie autour de ces sommets qui font qu'ils continuent d'être courtisés de manière intensive et de plus en plus intensive. On en reparlera tout à l'heure. Y compris de manière commerciale. Le business, comme vous dites, de l'Himalaya. Pourquoi le K2 fascine autant les alpinistes? On en parle comme d'une pyramide parfaite de roc et de glace, monumentale, fascinante, meurtrière. Et d'ailleurs, le jour où Benjamin Védrine l'a grimpé, l'a monté, je ne sais pas comment on dit, le 28 juillet, 2 alpinistes japonais chevronnés, pourtant eux aussi ont fait une chute mortelle. En hiver, en général, on n'y grimpe pas. Alors l'hiver, c'est le dernier grand sommet de plus de 8000 mètres qui a été gravi en hiver. Et puis, effectivement, il reste quelques faces qui sont encore largement vierges. C'était le cas de la face dans laquelle ces 2 Japonais, qui sont des très 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 grands alpinistes, totalement inconnus du grand public, Hirede et Nakajima, qui ont été célébrés pour de grandes réalisations. Ils sont allés sur ce versant ouest du K2, qui est très sauvage, qui est très très beau, qui est très impressionnant, qui fait plusieurs milliers de mètres, plusieurs kilomètres de haut, et ils ont fait une chute. Et là, personne ne pouvait rien pour eux. On était effectivement à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, mais dans un tout autre monde que sur la voie normale, là où Benjamin a fait son record de vitesse, et là où les Sherpas népalais avaient emmené leurs clients plutôt occidentaux ou asiatiques, riches et bien encadrés. Mais c'est quasiment 2 mondes différents. Ces alpinistes japonais, vous les avez déjà croisés lors d'ascension? Parce que on finit par tous se connaître, peut-être? Alors, je les ai croisés aux cérémonies des piolets d'or, qui sont une espèce de César de l'alpinisme. Et effectivement, j'ai pu les apercevoir et échanger quelques mots avec eux à l'occasion de ces rencontres où les alpinistes de haut niveau rencontrent les journalistes de montagne, comme c'est mon cas. L'hélicoptère de sauvetage qui avait repéré leur corps a été forcé de faire demi-tour. Les conditions de vol dans le K2 sont toujours très difficiles. L'hiver, davantage encore. Vous le disiez qu'il a été très peu gravi en hiver. Il y fait très froid, jusqu'à moins 55 degrés. Des alpinistes polonais et russo-kazakhs en 2002-2003 avaient réussi l'ascension. Vous les citez dans votre livre. Nous sommes secoués par le froid toute la nuit. Dos contre dos, nous essayons de crier plus fort que le vent en menant une discussion sur l'Afrique, l'Australie, sur la viande grillée, sur les fruits et bien sûr sur les femmes. Il est quasiment impossible de supporter de telles conditions. À l'aube, la neige enragée tourbillonne. Et ça a vraiment failli mal finir pour eux d'ailleurs, François Carrel. Oui, ils ont dû faire demi-tour. Et c'est sûr que supporter les conditions hivernales à ces altitudes-là, et avec les vents extrêmement violents qui sont coutumiers, notamment sur le K2 et cette région du Pakistan, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que ce Graal qui était l'ascension du K2 en hiver, il a été tenté, vous l'avez dit, par les Polonais, beaucoup, qui étaient les spécialistes en la matière. Il se trouve qu'en 2021, ce sont des Népalais, uniquement des Népalais, une expédition népalaise, qui réussissent la première ascension de ce sommet en hiver. Et c'est un coup de théâtre, un coup de tonnerre dans le petit milieu de la montagne, parce que c'est la première fois que les Népalais, de manière autonome, arrachent ce qu'on appelle une première, c'est-à-dire quelque chose qui n'avait encore jamais été fait en montagne. Et c'est un marqueur très fort d'une évolution profonde de l'himalayisme et de la manière dont il est en train de fonctionner. Parmi ces Népalais qui sont allés au sommet du K2 dans des conditions dantesques, mais ils l'ont fait très rapidement et très efficacement, il y avait plusieurs chefs d'agences qui maintenant emmènent leurs clients sur cette même montagne. Alors en été. Mais il commence même à y avoir des clients qui sont preneurs d'une tentative hivernale En au hiver. K2. Là, on touche à quelque chose d'assez incroyable. Est-ce que vous parlez là, parmi ces Népalais, de Nibsdai, un personnage qu'on retrouvera tout à l'heure après le journal de 8 heures?
Absolument, il il était parmi ces 10 Népalais, cet ancien soldat d'élite qui s'est improvisé spécialiste des 8000, qui a pulvérisé le record d'ascension des 8000, puisqu'il les a enchaînés en 6 mois seulement, et ensuite il en a développé, il fait partie de ceux qui ont développé des agences et qui emmènent des clients, des touristes sur ces montagnes-là. Donc c'est un personnage assez incroyable et un personnage clé, qui est aujourd'hui très controversé. Dans un tout autre style que celui de Benjamin Védrine, un dernier mot sur Benjamin Védrine. Il voulait redescendre du K2 en parapente, c'était son rêve, il n'a pas pu le faire. Pourquoi ? Les autorités pakistanaises sont très très chatouilleuses dans cette région-là. Vous savez qu'on est près du Cachemire, dans cette zone de conflit avec l'Inde. Il y a toujours un contrôle extrêmement fort de l'armée et on ne sait jamais trop ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va être autorisé, ce qui va être interdit. L'armée reste la maîtresse de ces massifs-là. Donc Benjamin n'a pas pu voler depuis le sommet, comme il l'avait fait il y a 2 ans du sommet du Broad Peak, où il avait été redescendu du sommet de cette autre 8000 en faisant là à nouveau un créneau. C'est les temps incroyables de Benjamin Védrine. L'armée pakistanaise qui, sur plusieurs pieds, entre guillemets, qui a bien compris l'intérêt aussi qu'il y avait à ouvrir la manne financière de l'ascension de l'Everest et qui prête aujourd'hui ses hélicoptères à certaines agences. Alors, elle les prête pas, elle les loue très cher. Elle les loue très cher, pardon. On en parlera tout à l'heure. François Carrel, avec vous et tous ces touristes qui se lancent le défi des 8000, parfois sans aucune préparation, mais avec beaucoup d'argent et qui parfois se retrouvent coincés par centaines en randonnion à quelques dizaines de mètres des sommets. Les images sont toujours très impressionnantes. 7h, 9h, les matins d'été. Julie Gacon. Nous sommes toujours avec notre invité François Carrel, journaliste indépendant à Grenoble, alpiniste amateur, auteur d'Himalaya Business paru l'année dernière aux éditions Paulsen. Sous-titre « Qu'avons-nous fait des 8000 ?» Nos alpinistes chevronnés évoqués tout à l'heure croisent maintenant les touristes qui ont payé des fortunes pour monter jusqu'au sommet. L'himalayisme commercial, on va en parler. Mais d'abord François Carrel, il se trouve que très récemment le corps d'un porteur pakistanais, Mohamed Hassan, mort l'été dernier déjà, il y a 1 an, a été retrouvé et évacué. C'était fin juillet sur le K2, dont ce sommet au Pakistan dont on parlait tout à l'heure. Il se trouve que vous lui consacriez un chapitre de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui, Mohamed Hassan ? Mohamed Hassan, c'est un montagnard pakistanais de 27 ans, un père de famille, qui rêve de devenir un grand porteur, un grand guide pour justement cette industrie de l'himalayisme qui est en train de se développer. Alors, il se fait embaucher par une agence népalaise, puisque ce sont les Népalais, le pays des Sherpas, qui ont la main sur ce commerce, et il va tenter sa chance de manière un petit peu détournée, en suivant le jour du sommet, en suivant les Népalais un peu de loin. Il est mal équipé, il connaît pas très bien, et il va mourir là. Et le problème, c'est que ce jour-là, il y a énormément de monde derrière lui, qui arrivent sur cette trace pour atteindre le sommet du K2, y compris des gens qui cherchent des records, y compris des clients touristiques qui sont là avec leurs nombreux Sherpas. Et ce jeune Pakistanais va mourir là sans que, globalement, l'Assemblée, les gens qui sont là ne décident de le sauver. Donc il est mort et il a été enjambé, ce qui a fait beaucoup de polémiques. Parce qu'il y a des vidéos qui circulent. Avant de mourir, on a essayé de l'aider parce qu'il chute vers 2-3 heures du matin. Il est stoppé par la corde à laquelle il était attaché. Il reste de longues heures la tête en bas. Et une équipe d'alpinistes qui passe par là essaye de l'aider. Ça crée même des bouchons et les gens râlent. Il faut vraiment voir ça. Les gens râlent dans l'Everest parce qu'on est en train de sauver un homme derrière eux. Comment on en est arrivé là, François Carrel ? Est-ce que c'est l'altitude qui coupe les émotions ? Est-ce que les synapses ne fonctionnent plus à partir de 8000 mètres ? Alors, il y a effectivement... au-delà du 1000 mètres, là on est au K2 à 8400 mètres d'altitude, effectivement, l'activité cérébrale se réduit. On se concentre sur ses pieds, sur son objectif. Donc il y a effectivement une diminution de l'empathie et de la capacité à pouvoir aider les gens. En revanche, ce jour-là, il y a beaucoup de professionnels sur cette voie normale du K2 à 8400 mètres. Et on aurait pu imaginer, dans un autre monde, qu'effectivement il y a une mobilisation générale. Et que les Sherpas qui étaient là, les guides, les clients et les performeurs, puisqu'il y avait Christina Rila, cette jeune femme qui était elle-même norvégienne lancée dans un record de vitesse, auraient pu tout arrêter et dire ok, on sauve ce jeune Pakistanais de 27 ans qui après tout est là pour bosser pour nous. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie.
Tout le monde est focalisé sur le sommet. Il y a une ivresse du sommet. On parlait tout à l'heure de la fascination du K2. Les gens ont payé très très cher pour être là. Les Sherpas sont payés pour accompagner ces gens-là au sommet. Les gens qui ont des records à faire ont des sponsors, des médias qui les attendent au tournant. Le pauvre Mohamed Hassan va payer de sa vie sa témérité, son imprudence, mais également l'absence totale d'organisation humaine et en tout cas solidaire de ce petit milieu où il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'ego, beaucoup de conflits aussi. Lui n'est pas alpiniste, il est ouvrier de construction. Il veut simplement gagner mieux sa vie pour nourrir ses enfants. Il s'engage donc l'été 2023 et ça lui coûtera la vie. Ces scènes d'embouteillage qu'on voit de plus en plus, il y a quelques photos qui circulent, embouteillage littéralement à 8700 mètres d'altitude sur l'Everest, avec en effet des touristes qui enjambent des cadavres, des files d'attente les plus hautes de la Terre, comme vous l'écrivez François Carrel, des heures perdues qui peuvent tuer. Quand on attend comme ça dans le froid, même sans faire une chute, ces touristes sont aussi soumis à une mort éventuelle. Les effets débilitants d'altitude, l'hypoxie, le froid, l'épuisement sont effectivement des choses qui s'aggravent de manière rapide dans le temps. On peut subir ces conditions extrêmes quelques heures, quelques minutes, quelques heures, mais si ça dure trop longtemps, effectivement, on multiplie le risque de gelir, d'épuisement, et qui peuvent mener ensuite à des chutes, à des œdèmes. Voilà, l'absence d'oxygène ou le manque d'oxygène a des effets sur les poumons, sur le cerveau, sur les tissus, et on peut avoir effectivement des gens qui décèdent. Mais le principal explication de ces files d'attente, c'est qu'en fait, il y a très peu de jours qui sont favorables. On en parlait tout à l'heure pour le record de Benjamin Védrine. Il a attendu d'avoir le bon moment. Mais c'est pareil pour les gens qui sont là, qui ont payé leur expédition avec leur guide. Ils ont un moment très court disponible, que ce soit au printemps à l'Everest ou plus tard au K2. Et donc, tout le monde est sur la montagne au même moment et au même endroit. Donc, ce sont des pics de surfréquentation qui sont très limité dans le temps. C'est 2-3 jours, peut-être une semaine à l'Everest, mais ça marque les esprits. Alors, il y a des Polonais, des Mexicains, des Américains, États-Uniens, Français, Bulgares, Norvégiens, des clients aussi du Golfe arabique, une nouvelle clientèle russe et chinoise aussi, qui paye combien pour cette expédition sur l'Everest ? Alors, pour l'Everest, c'est le plus cher parce que c'est le plus prestigieux. Le prix d'entrée fixé par les nouveaux acteurs népalais, qui sont donc aujourd'hui les nouveaux maîtres des 8000, ces Népalais, ces Sherpas qui ont monté des agences et qui donc commercialisent directement l'ascension de ces sommets de plus de 8000 mètres, alors que historiquement, depuis des décennies, depuis la création de ce tourisme, ils étaient plutôt des sous-traitants, des guides occidentaux qui récupéraient du coup la majeure partie du bénéfice. Là, ce sont les Népalais qui font ça, et donc ils proposent pour l'Everest un prix d'entrée à 35 000 $. Ça, c'est vraiment les moins chers. Ça, c'est le moins cher, avec le service de base, un Sherpa qui vous accompagne, 5 bouteilles d'oxygène, la logistique pour aller au pied de la montagne, ce qu'on appelle le camp de base, et y être hébergé et nourri. Et ensuite, on a des produits qui vont aller beaucoup plus haut, 80 000, 100, 120 000, 130 000, 180 000 $ pour ceux qui vont avoir un accompagnement très lourd avec un certain luxe au camp de base et puis beaucoup de monde autour d'eux pour les aider à atteindre le sommet. Avec 4 porteurs, un cuisinier, un photographe vidéaste, rien qu'à soi, 15 bouteilles d'oxygène, 200 kilos de bagages personnels, on ne sait jamais. Et dans le camp de base, une grande tente chauffée avec lit, canapé, grand écran, Wi-Fi illimité jusqu'à 6750 mètres d'altitude. Les plus fortunés s'offrent les services de l'agence de Nirmal pour Jadon. Vous avez commencé à nous parler tout à l'heure, François Carrel, c'est un Népalais devenu une véritable star depuis qu'il a gravi les 14 sommets de l'Everest en un temps record en 2019. Hollywood a fait de lui un film tout à sa gloire. When you are in the mountains, if you give up, you die. There are only 14 mountains in the world higher than 8,000 meters. The fastest time to climb all the 14 was 7 years. The plan is to go and hit the summit directly. If I can stay alive, I can do this in 7 months.
Il voulait faire en 7 mois, il l'a fait en 6 mois et 6 jours, grimper les 14 sommets de plus de 8000 mètres dans l'Himalaya, un laps de temps incroyablement court, alors que le défi des 14, comme on dit, faire les 14 sommets de plus de 8000, c'est pas nouveau. Reynold Messner l'avait fait en 86, mais lui l'avait fait en 16 ans. Comment est-ce qu'on passe d'un sommet à l'autre en 6 mois, François Carrel? Le Nirmal Purja, pour réaliser ce temps incroyable de 6 mois pour faire ces 14 sommets, a utilisé des moyens lourds pour faire les transitions, pour aller d'une montagne à l'autre. C'est-à-dire qu'il a régulièrement utilisé l'hélicoptère. C'est pas disqualifiant ça pour un Non, record. c'est pas disqualifiant. Il n'y a pas de grand arbitrage. Le milieu de la montagne est un petit milieu et donc les arbitrages se font de manière concertée. Voilà, c'est une toute petite corporation. Donc on considère que à partir du moment où il est bien parti à pied du camp de base, du pied de la montagne et qu'il est allé au sommet, il a réalisé une ascension valable. Mais donc les transitions ont été faites par hélicoptère. Ensuite, sur les montagnes même, il bénéficiait d'une équipe très aguerrie, très entraînée avec lui, à ses côtés. Ils ont utilisé beaucoup d'oxygène aussi, d'oxygène dont on parlait. Oh, et en plus, ce Nirmal Purja, ex-soldat d'élite britannique, ex-Gourkha, c'était ce corps d'élite des Népalais employé par l'armée britannique, était quelqu'un qui est vraiment solide. Donc, il avait une motivation incroyable, une ambition énorme. On l'a entendu dans l'extrait de ce film très hollywoodien, très dramatique, et qui en fait des tonnes sur les 8000 et sur la mort et sur le danger. Toujours est-il que là, c'était une machine très très bien réglée, menée par l'une des plus grandes agences népalaises, Seven Summit Treks, qui a aidé Nirmal Purja à réaliser ce temps record. Et alors, ce qui est fou, c'est que 2 ans après, là on est en 2019, Nirmal Purja explose le standard. On se dit, 6 mois pour faire les 14 000, on n'y croit pas, c'est incroyable. Donc on se penche un petit peu, on voit qu'il y a cette logistique, les hélicos, les cordes fixes, l'oxygène, une équipe de Sherpas très fort. Et on se dit, bon, quand même, là, tout le monde va être calmé 5 minutes. Et il se trouve que 3 ans plus tard, la même agence, Seven Summit Trek, emmène une jeune femme, et également une sportive, une fille vraiment solide, elle le fait en 3 mois. C'est la Norvégienne dont vous nous parlez. La Norvégienne Kristina Rida. Ça veut dire un sommet de 8 mètres tous les 6 jours et demi. C'est totalement fou. Et ça démontre à quel point les agences népalaises et ces grands professionnels de la montagne que sont les Sherpas sont capables aujourd'hui d'emmener quelqu'un comme Kristina Rida qui avait fait peu de montagnes. Elle avait fait le Kilimandjaro, elle avait quelques années de montagne réelle, mais pas du tout une alpiniste de haut niveau. Elle a fait les 14 000 en 3 mois. C'est complètement fou. Et ça démontre à quel point, aujourd'hui, on est entré dans une nouvelle ère que j'appelle dans mon livre l'ère du tourisme industriel à la népalaise. Et tout a changé. Et c'est très récent. Ça vient d'arriver. Et ça vire souvent au sordide, comme cette sorte de compétition à laquelle se sont livrées 2 Instagrammeuses américaines, Anna Goutou, 32 ans, et une compatriote à elle, Gina. En fait, elles sont en train, il y en a une qui commence en disant je vais grimper, je sais plus quel sommet, c'était l'Everest ou le K2. Le Shishapangma. C'est ni l'un ni l'autre. Elle monte et puis elle comprend qu'une autre Instagrammeuse qui a autant de succès qu'elle sur les réseaux sociaux est en train de faire la même chose un peu plus bas. Et donc ça va être une lutte terrible. Elles finiront toutes les deux emportées par une avalanche à 2 heures d'intervalle. Revenons à Nimtsai qui a filmé son record. Il y a cette scène où, drapeau rouge déployé, lui et son équipe népalaise marchent ensemble, groupés, en chantant leur hymne national, jusqu'à atteindre ensemble le sommet au soleil couchant. C'est une vidéo prise à bout de bras, avec une perche à selfie, j'imagine, mais on les croirait sur la Lune. Quel héros devient-il, Nimtsai, en Asie? Est-ce que c'est pas là la bonne nouvelle pour l'Asie, que ce soit un Népalais qui décroche un record de vitesse sur les 14? Voilà, toute cette logistique développée ces dernières décennies par les Népalais qui maintenant maîtrisent totalement sur cette manière d'aller très vite sur les sommets de 8000 mètres et d'y emmener des gens qui ne sont pas des grands alpinistes. Ce savoir, il était là. Mais Nimtsai, lui, vivant en Grande-Bretagne, ayant cette culture, ayant eu le soutien d'Hollywood et de Netflix, a brutalement popularisé et traduit ce qui se passait, c'est-à-dire cette maîtrise népalaise. Donc, il est le révélateur.
Et évidemment, il devient immensément populaire en Asie, mais pas seulement. C'est quelqu'un qui a beaucoup inspiré. Voilà, on est dans le règne de l'ego. C'est quelqu'un qui est extrêmement ambitieux, qui se met beaucoup en avant, qui en fait des tonnes, qui se montre, qui veut montrer l'exemple, qui dit regardez, je suis l'exemple que tout est possible à ceux qui ont la volonté, etc. Bon, il oublie un petit peu de dire que derrière lui, il y a une énorme machine extrêmement efficace qui a mis des décennies à se monter, qui est l'industrie du tourisme à très haute altitude des Népalais. Et puis, il est allé un petit peu loin. Aujourd'hui, Nimsdai est un petit peu en chute libre. Il a commis un certain nombre de péchés d'orgueil auprès de ses confrères népalais qui sont d'ailleurs pas de la même ethnie que lui. Hein. Les patrons sont les Sherpas, ce peuple de montagne. Lui est des vallées. Mais bon, surtout, il en a fait des tonnes. Il a accusé ses compatriotes de lui avoir coupé une corde au sommet. Et puis, il s'est un peu brûlé les ailes. Il est accusé aujourd'hui par 2 de ses clientes d'abus sexuels. Nimsdai a un petit peu pris il a un petit peu trop eu de succès, un peu trop de confiance en lui. Et semble-t-il, sa chute a commencé. On verra si son image se ternit aussi au Népal, puisque, encore une fois, il est une sorte de symbole de la reprise en main du Népal sur ces montagnes, après les Anglais, les Suisses, les Italiens, les Allemands, les Français, les Américains qui gravissaient les montagnes, et notamment pendant l'entre-deux-guerres en Europe, tous ces alpinistes qui satisfaisaient aussi une certaine obsession nationaliste. Rappelez-vous, dans votre livre, lui ne cesse de mettre en avant le rôle de ses frères Sherpas, trop souvent restés dans l'ombre, cantonnés au rôle de figurants. Est-ce que ces Sherpas népalais, ceux qui portent les serviteurs dévoués des alpinistes occidentaux, en tout cas jusque-là considérés comme tels, sont en train de reprendre une forme de pouvoir dans la montagne, dans leur montagne? Oui, tout à fait, ils reprennent une forme de pouvoir. Symboliquement, il y en a un qui est adoré par les Népalais, il s'appelle Kamirita Sherpa. Il a réussi là, il y a quelques semaines, durant la saison de l'Everest 2024, sa 30e ascension de l'Everest. C'est un guide. Il est payé, il accompagne des Occidentaux, des Asiatiques, des gens riches au sommet. Il a fait 30 fois le sommet, c'est une star au Népal. Et donc, il y a cet aspect symbolique. On parlait aussi tout à l'heure de cette arrivée des Népalais sans Occidentaux au sommet du K2 en hiver, qui a été un moment extrêmement fort pour les Népalais. Ils sont très très fiers de ça. Enfin, de manière symbolique, les Népalais reprennent l'ascendant, sont les premiers et sont les plus forts. Et puis derrière, il y a effectivement la déclinaison économique, c'est-à-dire que ces Sherpas, ces jeunes Sherpas qui sont de la nouvelle génération, ils ont abandonné l'état d'esprit un petit peu d'anciens dominés de leur père et de leur grand-père. Ils ont pris en main le business, ils le développent, ils n'ont pas de crainte ni d'inquiétude. Ils sont en train de développer une industrie dans leur pays et ils ont bien l'intention de profiter de l'extraordinaire fascination des pays du monde entier pour leur sommet. Et donc, ils vendent leur savoir-faire. Et ils ont tout à fait le droit de défendre leurs droits, justement, puisqu'ils s'organisent de plus en plus pour, notamment depuis l'accident de 2014, quand une avalanche s'est abattue sur l'Everest et a tué 16 Sherpas qui étaient en train de porter du matériel. Ils ont demandé un moratoire des expéditions pour l'année, parce que l'Icefall, cette cascade de glace au début de l'itinéraire est devenue un cimetière, disait-il. Nous ne pouvons pas marcher sur les corps de nos frères. Est-ce que le Népal est prêt à de temps en temps décréter un moratoire, juste limiter le nombre de licences ou de, je sais pas comment on dit, de permis d'ascension pour les touristes? Là, ce sont vraiment les travailleurs de terrain, les porteurs, les Sherpas, qui se sont mis en grève et qui ont obtenu le droit de suspendre la saison. C'est pas les chefs. Pour ce qui concerne les patrons d'agences qui sont quand même là pour faire de l'argent, pour ce qui concerne les autorités népalaises c'est un État relativement faible qui a du mal à instaurer une régulation. La limitation du nombre de personnes sur les sommets du mètre du Népal n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Les records sont battus sur l'Everest d'année en année. Cette année, il y avait 478 permis. Alors, c'est
pas beaucoup, mais derrière ces 478 permis pour l'Everest, il y a autant de Sherpas, de personnes qui accompagnent, donc ça fait des milliers de personnes sur la montagne. Au total, il y avait à peu près 1 millier de permis accordés aux étrangers par les autorités népalaises. La Cour suprême népalaise leur a demandé de limiter le nombre de permis pour qu'il y ait moins de monde au même moment sur les montagnes. Ça n'a pas l'air d'aller dans ce sens-là. En fait, c'est la montagne qui va imposer ses limites à un moment ou à un autre.